comme la technologie est merveilleuse. Voyez les changements considérables qui ont eu lieu au cours de la deuxième moitié du siècle précédent. Nous tenons pour acquis les ordinateurs en pensant qu'ils ont toujours existé. Mais nous savons bien que ce n'est pas le cas. La plupart d'entre nous ne possédons un ordinateur personnel que depuis à peine 30 ans. Mais où étaient les smartphones il y a 20 ans? Comme notre monde a changé dans un aussi court laps de temps. Les ordinateurs ont rendu la tâche plus facile aux écrivains et aux étudiants pour rédiger des articles, en changeant de place, en un clic les mots et les phrases. Grâce aux ordinateurs connectés à Internet, nous n'avons plus besoin d'attendre des jours, voire des semaines, pour recevoir une réponse à une lettre d'amour. Plus besoin de chercher une cabine téléphonique en dehors de chez soi. Plus besoin d'attendre à l'extérieur par des températures négatives, dans le vent et sous la neige. Les smartphones ont changé tout cela et bien plus encore. Les réseaux sociaux ont définitivement changé la façon de communiquer et d'interagir. Beaucoup vivent loin de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs tantes et oncles, de leurs enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, grâce à Skype et à d'autres technologies, il est facile d'établir des connexions à bon marché n'importe où sur la face de la Terre. Nous postons des photos et d'autres informations que nos amis et nos proches apprécient en temps réel. Mais y a-t-il un autre aspect à toute cette technologie? Certains le disent. Et au cours de cette émission, vous serez surpris, voire choqués de découvrir la face cachée des réseaux sociaux. Et plus important encore, qui émet une mise en garde retentissante. Il faut que vous et votre famille le sachiez. Restez avec nous. Bienvenue au monde de demain. Réalisez-vous que la toile, comme on l'appelle, a moins de 30 ans? Combien elle a changé notre vie, la vitesse à laquelle nous communiquons et la façon dont nous communiquons. Quel progrès réalisé en si peu de temps? Mais s'agit-il vraiment de progrès? Certains diront que ce n'est pas le cas, car de sombres nuages apparaissent surtout concernant les réseaux sociaux. Des mises en garde proviennent de sources que vous ne soupçonneriez jamais. Oui, de sérieux avertissements sont donnés par des initiés provenant de Facebook et de Twitter. Et je ne parle pas d'ici de subalternes, je veux parler des fondateurs même de ces plateformes. S'il y a un principe qu'il nous faudrait prendre en compte, c'est bien la loi des conséquences imprévues. Tandis que certains continuent d'engranger de l'argent, d'autres expriment des réserves sur les monstres qu'ils ont contribué à créer. Ils sont inquiets pour les enfants et pour la société en général. Il est peut-être temps de regarder certaines options et de se demander quel rôle jouent les réseaux sociaux sur moi et sur ma famille. La route semble belle, mais où nous emmène-t-elle? Avant de revenir au créateur de ces réseaux, laissez-moi vous faire part d'une récente étude qui dévoile une petite mais significative partie du problème. Voici quelque chose à considérer. Dans un article intitulé « Des études montrent que l'addiction au téléphone portable peut détériorer la chimie du cerveau ». Des scientifiques de l'Université de Corée ont découvert que les adolescents qui utilisaient l'appareil mobile de façon obsessive enregistraient des résultats plus élevés aux tests standardisés de détection de troubles mentaux. Cette étude a mesuré l'impact d'Internet et des smartphones sur la routine quotidienne, la vie sociale, la productivité, le rythme du sommeil et les émotions.
La même source rapporte ce qui suit. Une récente étude du Pew Research Center a révélé que 46% des Américains disent ne pouvoir vivre sans leur smartphone. Bien entendu, c'est démesuré de déclarer ne pas pouvoir vivre sans leur smartphone. Mais cela montre la dépendance engendrée par ces appareils et leur importance dans la vie de beaucoup trop de gens. Les qualifier d'addictifs n'est pas une exagération. Certains créateurs et dirigeants des réseaux sociaux l'admettent désormais. Des acteurs significatifs de la Silicon Valley envoient des signaux d'alerte. Sean Parker n'est peut-être pas aussi connu que Mark Zuckerberg, mais son influence affecte chaque utilisateur de Facebook. Parker est un géant des réseaux sociaux. Selon sa fiche rédigée sur biographie.com, un chouchou du monde technologique. Après des débuts comme pirate informatique pendant son adolescence, Parker démontra son génie précoce en tant que cofondateur du service de partage de fichiers Napster. Plus tard, il fut le premier directeur de Facebook. Il possède une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars. Parker a récemment sonné l'alerte sur les dangers et les dommages causés à la culture et aux individus par les plateformes apparemment innocentes comme Facebook et Twitter. À la fin de 2017, il vendit la mèche à Axios, un site d'information sur le web expliquant comment Facebook avait été délibérément conçu pour provoquer une addiction chez ses utilisateurs. L'idée derrière la création de ces mécanismes, Facebook en tête, était comment pouvons-nous accaparer le maximum possible de votre temps et de votre attention. Cela signifie que nous devons régulièrement vous donner un peu de dopamine, comme lorsqu'un utilisateur aime ou commente une de vos photos, ou un message, ou n'importe quoi d'autre. C'est une boucle de validation et de reconnaissance sociale. Exactement ce que je recherchais en tant que pirate informatique, car vous exploitez une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi. C'est Mark Zuckerberg. C'est Kevin Systrom avec Instagram. Ce sont tous ces gens-là. Nous étions conscients de tout cela. Et nous l'avons fait malgré tout, ajoute-t-il. Et nous en sommes tous coupables. Une autre source fait mention de cette entrevue avec Axios. Parker y confesse. Je ne sais pas si je comprenais réellement les conséquences de ce que je disais en faisant la promotion des réseaux sociaux à cause des conséquences inattendues d'un réseau lorsqu'il grandit pour atteindre 1 ou 2 milliards de personnes. Et cela change littéralement votre relation avec la société, avec les autres. Sean Parker n'est pas le seul grand nom en matière de réseaux sociaux à changer son fusil d'épaule. Et après la pause, je vous donnerai le nom d'un autre individu qui se sent coupable d'avoir contribué aux réseaux sociaux. Ne manquez pas cette occasion. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran et commandez, sans aucune obligation de votre part, notre DVD gratuit « Culture en crise ». Ce DVD contient 3 émissions du monde de demain. Un nouveau monde sans honte, de petits doigts et de petits orteils, et qu'est-il arrivé à Dieu? Celle-ci renferme des informations importantes pour comprendre les problèmes de société des temps où nous vivons. Appelez dès maintenant. Juste avant la pause, je disais que je vous donnerais le nom d'un autre individu qui se sent coupable d'avoir contribué à notre monde changeant. Evan Williams est un autre géant des réseaux sociaux. Il est le co-créateur de Blogger et un des fondateurs de Twitter, dont il est actionnaire principal. Ce ne sont pas de petites références.
Un article du New York Times en mai 2017 l'a qualifié d'homme qui a ouvert la boîte de Pandore. Avant lui, les gens avaient peu d'endroits où exprimer leurs émotions débordantes et leurs opinions les plus folles, à moins d'écrire une lettre à un journal ou d'haranguer ses voisins. À la question de savoir où cela nous mène, il a répondu « Je pense qu'Internet est détraqué. » L'article du Time explique « Mais la situation se dégrade. De plus en plus de personnes se rendent compte que c'est détraqué. Des gens utilisent Facebook pour mettre en scène des suicides, des bastonnades et des meurtres en temps réel. Twitter est un repère de trolls, soit de personnes qui créent volontairement des polémiques et des discussions sans fin. Les fausses nouvelles, fake news, sont partout, qu'elles soient lancées par idéologie ou par profit. Evan a passé par là. Il est considéré comme une personne ayant réussi, mais est-il vraiment satisfait de son œuvre? Citant à nouveau cet article du New York Times, voici sa réponse. Après la gloire et la fortune viennent les regrets. M. Williams essaie de réparer ce qu'il peut, tout comme certains autres chez Google, Facebook et même Twitter à certains égards. C'est le temps des réparations et des promesses. Evan Williams reconnaît aussi « Je pensais qu'une fois que tout le monde pourrait parler librement, échanger des informations et des idées, que le monde serait automatiquement plus agréable. Et je me suis trompé. » Les dirigeants de la Silicon Valley sont connus pour être parmi les personnes les plus libérales et ils changent le monde selon leur vision, au moyen du politiquement correct. Un des grands dangers des réseaux sociaux concerne la perte de la liberté d'expression. Les jeunes milléniaux répètent les idées lancées par des professeurs universitaires libéraux. Cela a provoqué une réaction brutale de la part de ceux qui voient leur pays perdre son identité et ses valeurs historiques. Ce contre-coup peut prendre la forme de propos haineux, néo-nazis ou suprémacistes, et cela justifie les tentatives de supprimer toute idée qui pourrait être un appel à la haine. Soyons honnêtes, les incitations à la haine existent réellement et elles devraient être condamnées par toute personne dotée de bon sens. Mais cela présente un autre problème. Comment définir exactement une incitation à la haine? Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, car tout le monde n'en a pas la même définition. Parfois, ce que la gauche intolérante qualifie d'incitation à la haine n'est rien d'autre qu'une divergence d'opinion politiquement incorrecte. Il y a presque 2000 ans, un pécheur du Moyen-Orient nous mit en garde contre tout ce qui nous promet la liberté sans l'autorité morale. Dans la Bible, nous lisons ces paroles dans 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de tolérance, mais ce que nous voyons est tout sauf de la tolérance. Au lieu de cela, nous voyons une époque sombre de totalitarisme s'abattre sur le monde. Par exemple, les opposants à l'avortement qui pensent sincèrement que c'est un meurtre, défendant les humains les plus vulnérables et sont dépeints comme des fascistes propageant la haine. Cependant, ceux qui se vantent d'être pro-avortement ne sont jamais étiquetés de la sorte par les médias libéraux, car ils n'admettent pas qu'il s'agisse d'un bébé. Pourquoi l'un est qualifié de discours de haine
et l'autre pas? Pourquoi l'un est censuré et l'autre pas? Cependant, à cause des véritables discours de haine qui essaient d'exacerber la violence entre les gens, mais aussi des fausses nouvelles, fake news et des propos vulgaires, il est compréhensible qu'il y ait une demande générale de surveiller et d'effacer de tels messages sur les réseaux sociaux en général et sur Internet en particulier. En 2017, Google a employé 10 000 personnes, rien que pour cela. Twitter vient de lui emboîter le pas. Une agence de nouvelles américaine rapporte ce qui suit concernant Twitter. Les changements annoncés en novembre 2017 ont élargi la politique en matière de conduite haineuse de Twitter afin de suspendre de façon permanente un compte qui diffuserait des menaces violentes, des insultes, qualificatifs et clichés racistes et sexistes, des comportements incitant à la peur ou tout autre contenu dégradant une personne. Comment vont-ils définir les clichés sexistes, l'incitation à la peur ou le contenu dégradant une personne? Comment vont-ils déterminer ce qui encouragerait l'hostilité contre une religion ou une orientation sexuelle? Est-ce que l'honnêteté et les désaccords civiques reflètent des discours de haine? Vu le politiquement correct, les micro-agressions et la facilité avec laquelle les professeurs libéraux des universités convainquent leurs étudiants qu'ils devraient se sentir offensés, ne voyons-nous pas où cela nous mène? Comment les plateformes des réseaux sociaux censurent-elles les discours qualifiés de politiquement incorrects? Elles le font d'une multitude de façons. Premièrement, elles peuvent bannir tout contenu sur le champ. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Elles peuvent reléguer tout contenu si profondément dans le labyrinthe des informations disponibles que, sans l'adresse spécifique, vous ne pourriez pas le trouver. Il existe une autre tactique mise en place lors de vos recherches sur un sujet en particulier. Disons, avortement. Et tout ce qui paraît, ce sera la position du politiquement correct sur l'avortement. Si vous trouvez cela un peu choquant, vous ne voudrez pas rater ce qu'une école exclusive enseigne, car notre monde a changé considérablement au cours de ces dernières décennies. La technologie peut être enseignée pour le meilleur ou pour le pire. Elle peut être utilisée pour promouvoir les valeurs divines ou les piétiner. Dans quelques instants, je vous parlerai de cette école privée et des surprenants détails de ce qu'elle enseigne. Pour commander votre exemplaire gratuit de ce DVD, deux possibilités s'offrent à vous. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou rendez-vous sur notre site Internet. Le DVD « Culture en crise » contient 3 émissions remplies d'informations pertinentes sur l'état de notre monde actuel. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations précieuses relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Juste avant la pause, je vous parlais d'une école privée exclusive. Il y a 160 écoles Waldorf à travers les États-Unis, dont 40 se trouvent en Californie. L'une d'elles se situe à Los Altos, au cœur de la Silicon Valley, d'après un article du New York Times. Le directeur technique d'eBay envoie ses enfants dans cette école, tout comme les employés des géants de la Silicon Valley, tels que Google, Apple, Yahoo et Hewlett-Packard. Le professeur de l'Université de New York, Adam Alter, explique que 75% des étudiants de ces écoles sont des enfants de cadres de la Silicon Valley
ce qui est frappant. Avec des frais de scolarité de plus de 17 000 $ annuels par élève, il est logique de s'attendre à ce que les enfants de cette élite salariale reçoivent une éducation particulièrement solide. En revanche, voici ce qui est surprenant. Cette école Waldorf se tient à l'écart des nouvelles technologies, au point que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones sont interdits en classe. Selon le New York Times, les principaux supports d'enseignement de l'école n'ont rien de high-tech. Des stylos et du papier, des aiguilles à tricoter et parfois de l'argile. Il n'y a aucun ordinateur, aucun écran. Ceux-ci sont interdits en classe et l'école déconseille aussi leur utilisation à la maison. En toute honnêteté, ces cadres qui envoient leurs enfants à l'école Waldorf ne sont pas complètement contre la technologie. Ils comprennent le monde dans lequel nous vivons, mais ils pensent que leurs enfants ont tout le temps d'apprendre à les utiliser. En voici la raison. À travers le pays, les écoles s'empressent de fournir des ordinateurs dans chaque classe et de nombreux responsables disent qu'il serait insensé de ne pas le faire. Mais le point de vue opposé se trouve juste à l'épicentre de l'économie numérique, où certains parents et enseignants ont un message à partager. Les ordinateurs et l'école ne font pas bon ménage. Ce qu'explique Adam Alter, professeur à l'Université de New York. Dans un autre article du Times au sujet de cette école devrait nous forcer à réfléchir. Ces personnes qui vantent publiquement les vertus des produits qu'ils fabriquent décident dans le même temps, en tenant compte de ce qu'ils savent, de ne pas envoyer leurs enfants dans une école qui utiliserait cette même technologie. Les réseaux sociaux sont devenus un monstre à plusieurs têtes, impossible à dompter dans notre monde. Il y a la tête de la dépendance, la tête de la désinformation au moyen des fausses nouvelles, la tête détruisant la communication de vive voix, la tête de l'inactivité physique, ainsi que les têtes de la violence, de la vulgarité et des propos haineux. L'Internet et les réseaux sociaux sont là, du moins pour l'avenir immédiat. Et tout ce qui les concerne n'est pas mauvais. En temps de crise, la communication via Internet et les réseaux sociaux peuvent être d'une grande aide. Et quels parents ne voudraient pas rester en contact avec leurs enfants et leurs petits-enfants s'ils ne vivent pas à proximité? Mais comme nous l'avons vu au cours de cette émission, il y a des dangers à ces nouvelles technologies et plateformes. Reconnaître qu'il y a un problème. Comme vu précédemment, il y a des individus qui veulent accaparer votre attention. Le fait qu'il y ait des milliards d'utilisateurs constitue une bonne indication de leur réussite. Comme Sean Parker l'admet, la philosophie qui se cache derrière Facebook est comment accaparer le maximum possible de votre temps et de votre attention. N'oublions pas ces inquiétudes concernant la prochaine génération lorsqu'il dit « Dieu seul sait comment cela affecte le cerveau de nos enfants. » Comme nous l'avons démontré aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux et les smartphones consument beaucoup de notre temps. Mais les plateformes telles que Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et d'autres encore affectent la manière dont nous communiquons. Deuxièmement, déterminez si vous avez un problème. La dépendance est parfois un thème vague, mais clairement, des millions, voire des milliards d'individus ne contrôlent pas leur temps ni leurs émotions sur les réseaux sociaux. Ces choses les contrôlent.
Pour la plupart des utilisateurs, une introspection quelque peu honnête serait révélatrice, mais nombre d'entre eux vivent dans le déni, à l'instar d'un alcoolique qui s'ignore. Voici quelques suggestions, et cela concerne également la télévision. Décrochez des réseaux sociaux et des appareils connectés pendant les repas. Mettez-les dans une autre pièce. Fixez des limites quotidiennes de temps et respectez-les. Mes amis, revoyez votre rapport à ces technologies et à ces plateformes en faisant l'inventaire du temps que vous y consacrez, mais aussi en analysant le type de discours qui vous caractérise. Êtes-vous courtois? Êtes-vous vulgaire, cassant ou irrespectueux? La Bible donne également un conseil plein de sagesse. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Cela est consigné dans 1 Corinthiens 10, 23. Mais une autre déclaration à l'attention des membres de l'Église de Corinthe a été consignée au chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Qui est en contrôle? Est-ce vous ou la Silicon Valley qui fait de vous une marionnette? Et qu'en est-il de votre famille? Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour commander notre DVD intitulé « Culture en crise ». Ce DVD gratuit vous permettra de découvrir les problèmes de notre société et d'en comprendre la signification. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou commandez-le à partir de notre site Internet. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.